Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 5 de Star Trek Discovery ou l'épisode 734 de la globalité de Star Trek. Peu importe le côté que vous le regardez, ça reste quand même capoté savoir qu'il y a 733 épisodes avant ça, mais en tout cas. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, Choose Your Pain, quelque chose qu'on va nous marteler là, pas mal tout le long là, de l'épisode, puis en même temps, ben, c'est Choose Your Pain, c'est quand même une chose qui est déjà apparue là, dans toutes les autres choses de Star Trek. Là. C'est une grosse thématique là, du 5e film. Là, The Final Frontier, celui-là avec Kirk, puis le frère de Spock. Je me rappelais pas l'autre jour, là, c'était qui le frère de Spock, là, ça n'a pas de cloche, là, mais c'est Sibok. Puis non, j'ai pas eu besoin de l'Internet, c'est juste qu'éventuellement, la mémoire est revenue. Mais dans ce film-là, là, ben, il y a quand même un discours là, du Captain Kirk là, qui parle là, qu'il a besoin de sa douleur, puis c'est ça qui le met qui fait faire ses choix, puis il a besoin de ça pour être ce qu'il est, puis tu sais c'est un peu une idée là, qu'on voit là, dans tout l'épisode. Puis je veux dire, on tourne beaucoup alentour de ça. Je veux dire, le choix est quand même assez bien d'avoir choisi comme nom d'épisode. Aujourd'hui, l'épisode est réalisé là, par Lee Rose, réalisateur qui fait beaucoup d'émissions de télé. Je l'ai pas vu ailleurs. Mais en tout cas, c'est sa première fois là, dans l'univers de Star Trek, puis elle va revenir là, au cours de la saison 2. Fait que l'épisode ouvre, dans le fond, on est dans le rêve là, de Michael Burnham. Puis dans le fond, elle s'est pluguée dans le Spore Drive. Puis dans le fond, c'est juste une réflexion là, de sa mémoire, de qu'est-ce qu'elle pense. Là, que dans le fond, elle est en train là, de torturer là, le Ripper ou le Tardigrade. Là. En tout cas, moi, je vais choisir de l'appeler Ripper tout le temps. Question là, de faire les choses assez linéaires, là, puis pas commencer à mettre trop de noms. Fait que elle, c'est comme ça. Elle voit la douleur que le Ripper subit à chaque fois là, que le Spore Drive est utilisé. Ça va être suivi aussi d'une discussion entre Telly et Burnham qui sont assis là, dans la cafétéria puis qu'ils discutent un peu. Puis il va y avoir Burnham qui, c'est ça, elle explique exactement dans le fond qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve, qu'elle ressent ça. Je sais pas, mais je commence un petit peu à être tanné tranquillement là, de Burnham qui est tout le temps en train là, d'être quasiment dépressif. J'ai besoin d'un petit peu de quelqu'un de plus dynamique. Tu sais, j'en ai parlé, là, je pense que c'est la semaine passée. De un peu le personnage de Michael Burnham, que c'est peut-être là, le personnage qui est un petit peu plus dur à suivre là, dans toute la série. La plupart de tous les autres personnages, ça va bien, c'est juste Burnham qui, à quelque part, puis c'est quasiment contradictoire, parce que c'est elle qui va amener plus les thématiques Star Trek. Mais l'autre côté, c'est comme il est tout le temps en déprime. Tu sais, ben pas nécessairement en dépression, mais c'est elle qui on dirait que l'ambiance est tout le temps là, mélancolique ou tu sais, il manque un petit peu là, de jovial de sa part. Hein. Mais l'autre côté, je comprends de son point de vue histoire, mais à quelque part, j'aurais besoin de plus, là, soit de l'actrice ou du personnage. Là. Pour ça un peu que, tu sais, je sais que c'est un peu là, éventuellement la saison 2, là, elle va avoir changé un peu son personnage, on va être plusieurs mois ou peut-être même quelques années plus tard. Là, je me rappelle plus exactement là, la manière du timeline là, dans toute la série, mais en tout cas j'ai hâte de voir comment que ça va ramener. Ça, j'utilise ça juste en introduction pour rappeler les gens que la série Discovery, je l'ai tout écouté une fois qu'elle a passé à la télé là, quasiment en live. Mais que, je veux dire, épisode par épisode, je me rappelle pas de grand chose. Fait que je ferais juste à refaire une récapitulation, une discussion dans le fond sur chaque épisode une par une. Puis je veux dire, dans le fond, l'analyser. Puis tu sais, en sachant grosso modo où est-ce qu'on s'en va, je peux un peu regarder là où est-ce que tout va originer là, une fois que tout ça va se produire. Mais l'autre côté, il y a tellement d'affaires que je me rappelle pas que ça me laisse comme regarder tout un peu avec
une vision nouvelle. Là. Fait que c'est ça pour ça. Il va y avoir Burnham puis le Dr. Colbert qui vont parler là, du Ripper, voir comment que lui interprète peut-être la douleur là, une fois qu'il part là, dans le Spore Drive, c'est-tu de la douleur ou c'est une autre manière qu'il interprète. C'est dans le genre, c'est-tu un être sensible? Il reconnaît-tu les émotions ou c'est juste une réaction physique là, sans voir plus là, de savoir là, en tout cas. Fait que ça va être pas mal là, l'histoire de la partie A. Chaque épisode est sensiblement tout le temps 2 histoires là, qui marchent en simultané, puis à la fin, ils se joignent ensemble. Là. L'histoire B est sur Lorca. Lorca, il est sur une base spatiale à quelque part. Il avait pris une navette pour se rendre là. Ça a l'air que le Discovery, ça ne tentait pas là, de se rendre à la base spatiale, surtout en temps de guerre. Ils se sont dit, on va envoyer notre capitaine en navette. Fait qu'ils l'envoient là-bas. Là-bas, il y a comme le conseil là, de Starfleet. Les autres, ils vont parler là, du Spore Drive, que dans le fond, le Spore Drive devrait être installé sur tous les vaisseaux pour faire une meilleure attaque. Ils vont reconnaître quand même qu'ils ont besoin là, du Ripper pour pouvoir faire fonctionner correctement le Spore Drive. En même temps, ils vont demander à Lorca si c'est possible là, que le Discovery attaque pas trop partout. Même si aussi en même temps ils savent que les Klingons, il y a un gros doute là, la Fédération a quelque chose pour les attaquer. Assez efficacement. Fait qu'ils vont demander là, que le Discovery là, il se retire pour éviter de faire trop d'attaques, là, probablement pour pas avoir une trop grosse contre-attaque. Le temps qu'ils réussissent à construire d'autres vaisseaux là, avec le Spore Drive, ce qu'on va savoir qu'il y a d'autres vaisseaux là, qui sont en construction présentement. Mais on sait aussi que Lorca, lui, il veut être au front puis il veut attaquer le plus rapidement possible. Puis dans le fond, il s'est fait donner là, le pouvoir là, d'attaque de Starfleet, puis d'utiliser là, son pouvoir, il se l'est fait donner pour qu'il puisse avoir le contrôle là, le plus rapidement là, pour attaquer là, sur les Klingons, pour que cette guerre-là elle cesse. C'est là qu'on sait quand même que Lorca, il veut agir le plus rapidement, là, puis que dans le fond, il est pas tout à fait sur le même terme là, que Starfleet, mais il a ses idées, il a ses visions, puis c'est comme ça qu'il voit la chose. Il est bien ami avec l'amiral Cornwell. Dans le fond, l'amiral Cornwell, il représente Starfleet. Au conseil, là, il y en avait d'autres, là, mais on les entend à peine parler, dans le fond. Puis on se concentre juste sur Cornwell. Puis c'est correct là, qu'on mette pas trop de personnages pour rien. Mais c'est ça. On sait que Cornwell, c'est quand même un ami à Lorca. Puis que même elle va y revenir. Là, que, en faisant toutes ces affaires, ils ont laissé à Lorca de ramasser Burnham. Qu'à Burnham, dans le fond, elle devait aller dans une prison. Mais c'est ça que Lorca il dit, regarde, c'est mon vaisseau, puis c'est ma manière que ça va, puis il y en a besoin là, de Burnham pour accomplir ces choses, en tout cas. Alors, ça, c'est des choses qu'on va savoir un peu plus loin, là, que je me rappelle pas encore. Je pense qu'on va le savoir dans quelques épisodes, là, une fois qu'on va arriver à mi-saison. Mais c'est bon qu'on nous le rappelle quasiment là, que Lorca, il y a comme le free-for-all, il peut faire n'importe quoi. Je sais pas, de l'autre côté, si c'est intelligent de donner tout le pouvoir à quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Je comprends que c'est des mesures extrêmes. Encore une fois, là, pour ceux-là qui écoutent au pire en rediffusion, ou que ça fait 2 ans que l'épisode je l'ai enregistré, on est dans la passe là, avec le coronavirus en ce moment, puis on fait des mesures extrêmes en ce moment. Puis c'est quand même assez drôle un peu que ça fait un peu un parallèle là, avec ce qui se passe en Discovery. C'est sûr qu'on parle de guerre dans Discovery, puis aujourd'hui on parle d'un virus là, qui pourrait nous anéantir si on veut. Mais les mesures extrêmes, ils se prennent là, en ce moment dans le monde. Fait que c'est quand même drôle qu'il y ait un parallèle avec ça, sans que ça ait été ça, évidemment. Là. Mais donner le pouvoir à quelqu'un, que lui, il décide tout, c'est quand même peut-être pas là, tout le temps la meilleure idée. Puis surtout que cette personne-là n'est pas tout le temps d'accord avec le restant. Là. Mais en tout cas, fait que Lorca, il va repartir avec sa navette.
puis il va se faire attaquer là, par des Klingons. C'est comme on voit tout en rapprocher. J'ai parlé là, dans l'autre épisode là, la semaine passée ou l'autre semaine avant, quand on voyait là, le Discovery ou les vaisseaux Klingons. Ben, tu sais que des fois c'est le fun de les voir, mais tu sais, tout est bien zoomé, tu sais, on voit juste une petite partie. Là. Je comprends que c'est peut-être une question là, de production, que tu sais, ils veulent pas passer trop le temps pour montrer les vaisseaux entiers puis montrer les détails. Mais tu sais, ça serait le fun une fois de temps en temps d'avoir un vaisseau complet. Tu sais, on en retourne, là, mettons, dans la nouvelle génération ou dans Voyager, dans n'importe quelle autre série, on voyait les vaisseaux au complet, on savait là, que dans le fond qui attaquait. Là, on est capable de les mettre entièrement aussi encore, puis même les faire peut-être plus détaillés, puis les mettre dans plusieurs angles. Mais on choisit de juste les mettre dans un angle, puis mettre juste les détails. C'est quelque chose des fois que je trouve un petit peu plate. Là. Ça serait le fun là, de pouvoir voir le Battle Cruiser là, D7 là, Klingon qui apparaît. Ça serait le fun là, de pouvoir le comparer au pire avec les autres vaisseaux Klingons qu'on a vus, mais on voit juste une petite partie du vaisseau, puis on n'a aucune idée de ce qu'il y a de l'air. Là. Fait que ils se font aborder par les Klingons, puis le pilote de la navette se fait tuer sur le champ, qui va un petit peu quasiment en contradiction avec ce qui va se passer dans le restant de l'épisode. Là, pourquoi ils ont tué le pilote dessus et qu'ils l'ont pas pris en otage pour au pire le maganer plus tard pour qu'il aille choisir sa douleur, puis qu'il veut pas que ce soit le pilote qui était avec se fasse malmener. Tu sais, en tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi, mais l'autre côté, on veut monter le côté brut au Klingon, que ils niaisent pas avec la POC, puis eux autres qui rentrent là, puis bang, on en tue un, puis toi tu t'en viens avec nous. Fait que je comprends un peu cette idée-là. Mais encore une fois, pourquoi que Lorca est parti avec une navette en temps de guerre? C'est le capitaine du vaisseau, puis pourquoi est-ce que le Discovery était pas capable de juste partir hors de son chemin pour se rendre pas loin de la base? Je comprends pas tout à fait l'affaire. Mais en tout cas, le but était de mettre que Lorca, il se faisait capturer au début de l'épisode. Quelque chose qu'on a vu là, bien souvent là, dans d'autres séries. Et que je trouve qu'on est allé dans trop l'élargie juste pour nous amener à là. J'ai comme l'impression là, que la moitié de l'épisode a passé jusqu'à temps qu'on se rende au générique, quand on aurait pu juste simplifier la chose, là, qui est sur sa navette de retour. Puis ils se font tout de suite attaquer, puis on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe là, tout de suite en partant. Puis au pire, on a un petit peu tout en dialogue là, avec Lorca puis le pilote de la navette. Après ça, on saute au générique. Après le générique, c'est ça, on a dans le fond la mise en situation. Saru qui devient le captain, l'acting captain, dans le fond, là, quand le captain n'est pas là, parce qu'il était sûrement déjà là. Puis ils ont le message là, de Captain Cornwell, puis que Lorca s'est fait kidnapper. Fait que Saru, tu sais, c'est un épisode où on va voir que Saru, là, c'est pas le capitaine, tu sais, il est pas à 100% à l'aise avec la chaise, puis tu sais, ils vont mettre pas mal l'emphase là-dessus, que c'est pas un capitaine, puis il a pas eu la formation là, qu'il devait avoir, puis il est tout le temps en train là, d'apprendre sur le tas. Fait que lui, son idée, là, c'est de tout de suite partir, là, puis essayer de trouver leur cas, puis d'utiliser Spore Drive pour se promener, puis on y va à fond. Il va y avoir Burnham qui va arriver en même temps, puis que dans le fond, elle va se battre contre la machine tout le long là, de l'épisode. C'est ça qui se passe là, depuis le début là, de la série. Sinon, c'est peut-être même une thématique là, de la série, de ne pas avoir peur là, de se battre contre la machine quand on a raison. Elle, Burnham, elle va tout le temps le défendre. Là, ça va ça qu'elle va faire tout l'épisode. Elle va défendre le Ripper. Là, que lui, qui est en train là, de s'affaiblir à chaque fois qu'il utilise le Spore Drive. Puis Saru, lui, il dit qu'on est en période de guerre. Puis que des fois, là, peu importe ce qui se passe avec le Ripper, nous autres, on s'en fout. Puis on doit utiliser là, le Spore Drive. C'est comme je dis, c'est bien que quand même que on utilise Burnham pour nous montrer là, un peu le côté là, moral de la chose. Que ce soit juste Burnham que le côté moral, c'est ça que je trouve juste un petit peu plate là, dans la globalité. Mais tu sais, quand on y pense en bout de ligne, il y en a plein qui vont dire que Discovery, là, c'est pas Star Trek du tout. Mais le fond est là.
on a une nouvelle interprétation, mais il y a quand même du Star Trek qui est là. C'est juste qu'à place de le mettre sur Starfleet, on le met sur un individu particulier. Bon, c'est sûr que, comme j'ai dit, Burnham, c'est pas nécessairement le meilleur personnage que j'ai vu, mais on y place quand même l'idée de Star Trek sur ses épaules. Chose qui est bien le fun. Ensuite, on a Saru qui se questionne un peu savoir si, mettons, il est capable à la tâche, puis il va avoir besoin d'un peu d'aide de l'ordinateur, puis l'ordinateur va y sortir 5 noms des personnes les plus décorées, puis c'est comme 5 noms qu'on connaît qui sont déjà passés dans le timeline. Je trouve ça bien, mais je trouve ça quand même un peu lâche. Si on prend juste vraiment des noms, Robert April qui était le capitaine avant Christopher Pike, on a Matt Decker qui est un autre capitaine qu'on a vu dans un épisode de la série originale, on a Jonathan Archer, le capitaine du Enterprise NX-01 de la série Enterprise, on a Georgiou, le capitaine qu'on a vu du Discovery, puis on a le capitaine Christopher Pike. C'est comme juste tous des noms qu'on peut connaître dans l'univers de Star Trek. Je le sais pas tout à fait si je pour ça d'un côté on fait juste mettre des personnages qu'on connaît. Ça fait un peu comme nous autres on connaît notre univers de Star Trek, puis on va vous le prouver en montrant 5 noms que vous connaissez, puis en mélangeant l'univers de Star Trek présente de Discovery. Ça fait pas un peu un monde réel qu'on peut mettre des noms qu'on connaît pas. Souvent, on a gardé des bases de données dans d'autres séries, puis ils vont mettre un nom de réalisateur ou quelque chose de même qui est connecté, mais qui n'a pas rapport dans l'univers Star Trek ou peu importe la série. Mais là, on fait juste des noms qu'on peut fouiller, puis on a déjà vu à quelque part. Puis en même temps, il y a juste 5 personnes dans toute Starfleet qui ont pu se démarquer. C'est comme à peu près ça n'a pas de sens. Mais encore une fois, si vous m'avez entendu parler dans les autres séries, je suis toujours bien content quand on voit le capitaine Jonathan Archer. Je suis toujours pour ça. Sans dire que Enterprise était ma série préférée, mais c'est une série que je trouve qui avait été maltraitée, puis qu'il a terminé beaucoup trop tôt, puis qu'il y avait quelque chose de plus à apporter rendu où ce qui était rendu, puis que dans le fond le fanbase de Star Trek a carrément abandonné la série, puis que finalement la série est tombé dans le néant, puis que dans le fond Discovery essaye de repartir après on va dire la déchéance de Enterprise, pour le meilleur et pour le pire. Fait que Burnham, Culber, ils vont voir Stamets pour essayer de trouver une manière de contourner les effets sur le Ripper, s'ils sont capables de le doubler, ils sont capables de gosser un peu dans le système pour que le Ripper ne soit pas directement utilisé si maintenant ils doivent utiliser le Spore Drive. C'est un peu dans la scène où on peut peut-être se douter qu'il y a quelque chose entre Colbert et Stamets qui dans le fond qu'on va savoir carrément à la fin de l'épisode qui sont un couple. Mais comme j'ai dit plus tôt, pour le Ripper, c'est ça. C'est ça qui va être l'histoire centrale de cette partie d'histoire-là, de réussir à utiliser Spore Drive sans utiliser le Ripper. Il y a une scène un peu plus loin que ils vont découvrir comme ils vont dire que le Ripper est utilisé comme copilote, puis c'est à partir de là qu'ils peuvent utiliser le Ripper pour se promener puis c'est comme le Ripper qui se promène. Puis là, c'est un petit peu là que ça va me gosser, ça va gricher dans les oreilles. C'est là où on va avoir This is fucking cool que Tilly va nous dire. C'est là où le 33 tours qui spinait, puis qui en avait la belle musique, tout d'un coup, on dirait que ça fait zip, puis ça vient gricher bien raide dans les oreilles. C'est comme, hein? Puis il y a Stamets qui va répéter la même chose.
sais, je comprends là, que sur le CBS All Access, ils peuvent faire du langage vulgaire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le fond. Là, s'ils veulent faire un orgie sexuelle, puis montrer toutes les parties génitales de tout le monde, ben ils peuvent le faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre du sang partout. C'est correct, mais à quelque part. Tu sais, dans tout l'univers Star Trek, on a réussi à passer des bonnes histoires sans avoir de langage vulgaire. Puis là, ben, ça fait comme trancher dans le temps. Où ce que on a Star Trek, où ce qu'on a un peu un univers aseptisé, où ce que le monde il savait un peu parler, puis le nouveau Star Trek, où ce que le monde là, dans le fond, ils sont plus réels, ils vont plus refléter là, le monde d'aujourd'hui. On va utiliser un petit peu des sacres. Moi-même étant un grand fan là, des sacres, comme la plupart des Québécois, qui des fois ils vont sacrer plus qu'ils respirent, mais honnêtement, autant que j'ai vraiment rien contre le langage vulgaire, quand j'écoute de la musique ou j'écoute des films, il faut que ça soit utilisé correctement. Ça reste quand même une manière là, de parler, puis là, utiliser là, le mot fucking ou n'importe quoi, puis comme je dis, là, même dans des chansons, n'importe quoi, c'est quelque chose qui va me gricher dans les oreilles. Il faut que ça soit bien utilisé puis que ça ait un sens. Dire ça gratuitement, je sais pas, là, à cet endroit-là, je trouve que ça avait comme peut-être pas rapport. Ça peut passer à quelque part. La seule affaire, je pense qu'il voulait faire, c'était vraiment tracer la ligne puis dire que on a le droit de passer cette ligne-là puis on va le faire. Là, à quelque part, je sais que comme dans Picard, on doit comme la dire quasiment à chaque épisode. C'est quelque chose qui me grichait tout le temps dans les oreilles. Mais mis à part ça, si on enlève ça, ben ça me dérange pas tout à fait. Mais comme je dis, là, peut-être quand c'est utilisé là, dans un endroit là, qui se sent organique, là, qui se sent bien, normal, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'autre côté, je trouve que Star Trek là, faisait très bien là, en n'utilisant pas de langage de même. Puis là qu'on doit utiliser ça, ben je trouve que c'est juste un petit peu plate. Là. Puis même, pourquoi que justement qu'ils doivent utiliser ça, quand justement ils pourraient se démarquer à quasiment pas l'utiliser. La règle qui devrait être, c'est, même si on peut l'utiliser, est-ce qu'on doit l'utiliser? En tout cas, fait qu'ils vont continuer à faire le test sur le Ripper. Il va y avoir bien du jargon technique là-dedans. Puis c'est ça, éventuellement, là, ben, Saru, il va se pointer, puis là, ben, il va être un petit peu fâché là, sur le fait que, dans le fond, ils sont en train là, d'essayer de travailler sur le Ripper là, pour qu'il réussissent à survivre ou réussir au pire le substituer par quelque chose d'autre. Puis même ils vont dire qu'il y a les humains là, qui pourraient remplacer peut-être le Ripper. Mais tu sais, c'est comme Saru là-dessus, je vais voir un peu d'un sens là, où ce qui va arriver. Il va arriver à Burnham, il va dire regarde, c'est ce comportement-là qui a fait que le capitaine Georgiou s'est fait tuer ultimement. Mais l'autre côté, on dirait qu'il est pas capable de voir là, qu'il y a une bête qui se fait tuer au travers, puis qu'ils pourront pas, si elle meurt, ben, ils pourront rien faire par la suite. Fait que il est quand même drôle, ce rôle. Il y a quelque chose qui marche pas là, dans sa manière de penser. Là. Mais tu sais, il va y avoir une scène là, vers la fin, là, il va expliquer quand même là, que Saru, sa manière de penser, là, que il est un peu jaloux. Là. Il va être fâché sur Burnham là, parce qu'elle a eu là, le poste là, de premier officier là, sur le Shenzhou, puis qu'elle avait pu apprendre là, du Captain Georgiou. Fait que, tu sais, puis que Saru, il a pas réussi à avoir ça, puis qu'il est encore en train là, d'apprendre sur le tas, puis qu'il en connaît moins que Burnham, puis tu sais, ça le fâche un peu, là, tu sais. Fait que, on peut venir un peu là, à comprendre ça assez bien, là, mais son point est quand même assez réaliste aussi, de comprendre là, que Michael Burnham, le fait là, de jamais être capable là, de suivre les ordres correctement, et puis tout le temps là, défier là, l'autorité, ben tu sais, s'il comprend que ça peut devenir un peu là, irritant,
Puis Saru va décider là, de l'envoyer en confinement, ce qui va absolument rien donner, dans le fond. Là. Il va se passer à rien qu'elle soit en confinement. Là. Mais c'est juste pour voir que Saru, il était fâché. Puis que peut-être d'un autre côté, il pense pas, puis il dépasse un petit peu les bornes. Je pense que c'est ça qu'il voulait nous montrer, mais l'autre côté, c'est un petit peu attaquer le personnage de Saru. Quand je veux dire, c'est à peu près quasiment illogique là, que quelqu'un va penser de même. Là. Mais encore une fois, ben, on est en état de guerre, puis il y a des affaires, là, il faut prendre des choix, il faut choisir sa douleur. Fait que ça va amener à ce qu'ils vont faire l'alerte noire, puis qu'ils vont retester encore sur le Ripper en faisant le saut intergalactique. Puis le Ripper, ben c'est ça, ça va le forcer là, à comme hiberner, puis ils pourront plus rien faire avec. Fait qu'il va demander au docteur Colbert voir s'il est pas capable de trouver une manière de peut-être le réveiller. Puis qu'en bout de ligne, une fois qu'ils l'ont comme réveillé, puis ils vont pouvoir la réutiliser. Puis Saru va ordonner à Stamets de le faire, d'encore quand même utiliser le Ripper. Puis même s'il meurt, ben je veux dire, c'est ça qui doit être fait pour réussir à sortir. Là. Parce que là, dans le fond, il va avoir découvert là, où Lorca et il est gardé, dans le fond, le vaisseau qui l'a kidnappé. Fait que ils vont devoir utiliser là, le saut intergalactique pour se rediriger vers là. Fait que pendant ce temps-là, ben Lorca, c'est ça, il était gardé, il est prisonnier là, sur le vaisseau Klingon. On va avoir l'introduction là, du personnage de Harry Mudd. Harry Mudd, c'était un personnage qui est apparu là, 2-3 fois là, sur la série originale. C'était un personnage là, qui était bien aimé là, pour ceux-là qui sont grands fans là, de la série originale. Personnellement, je l'aime pas plus qu'un autre. Je comprends peut-être là, que dans les années 60, peut-être que ce personnage-là était bien drôle, ou en tout cas, ou que les gens là, l'ont quand même bien aimé peut-être dans le temps. Moi, personnellement, là, le personnage d'Harry Mudd, comme je dis, c'est un personnage qui me laisse un petit peu indifférent. Je trouve ça même quasiment plate là, qu'on a ramené ce personnage-là. Je n'avais pas besoin de plus qu'un autre, dans le fond. Là. Tant mieux. Là. Je veux dire, on va avoir un personnage là, qu'on peut voir grandir là, dans toute la série. Il va falloir que je réécoute un peu là, la série originale pour me rappeler où ce qui se ramasse éventuellement. Je dirais que dans le fond, là, la série originale, là, ça fait une bonne dizaine d'années là, que je ne l'ai pas réécoutée. C'est une série que j'ai écoutée 3 fois, je pense, au total. Mais je veux dire, c'est des détails. Là. C'est sûr que des fois, en écoutant en rafale, il y a des idées là, qui se perdent, qui se fusionnent, qui se mélangent avec d'autres affaires. C'est sûr et certain là, que je m'en rappelle pas autant que je devrais en théorie là, pour un personnage iconique là, qui revient surtout là, au travers de la série. Là. Mais comme je dis, c'est pas un personnage là, que je me sens vraiment là, attiré vers là, que j'adore tant que ça. Fait que on a choisi de le ramener là, pour la série là, Discovery. Puis de toute façon, on nous fait comme le réintroduire au complet là, comme personnage. Fait que qu'on ait vu la série originale ou pas, ben c'est pas grave, là, on nous le représente ici. Là. C'est lui qui va nous dire là, dans le fond là, les règles de base là, qui se passent là, dans la prison, puis que dans le fond ils sont prisonniers, puis une fois de temps en temps les Klingons rentrent, puis leur demandent de choisir leur douleur, puis que dans le fond ils ont juste à pointer sur quelqu'un d'autre. Ben oui, ils peuvent choisir eux-mêmes, là. Mais en bout de ligne, il faut que les gens là, choisissent une manière de souffrir. Puis des fois, c'est en regardant les autres souffrir. Fait que lui, Harry Mudd, ben, il pointe tout le temps quelqu'un de différent. C'est ça qui va expliquer, c'est un survivant, puis dans le fond, il a tout le temps pointé quelqu'un d'autre. Puis dans tout ce temps-là, il n'y a personne qui a pointé vers lui, on dirait. Mais c'est là que je dis que ça aurait peut-être été une bonne idée là, d'amener là, justement le pilote là, de la navette, puis qu'à quelque part, on aurait pu le voir là, se faire ramasser au lieu de voir un autre enseigne par rapport là, qui se fait tuer là, dans la prison. On avait déjà un autre personnage qu'on aurait pu s'en servir là. Que veut pas, ben on aurait peut-être eu en guillemets là, un attachement déjà. Là. Fait que petite chose du script là, qui était un petit peu mal écrite dans le fond là, je pense qu'on avait une opportunité manquée là. C'est là qu'on va avoir aussi l'introduction là, de Ash Tyler,
Ash Tyler, je sais en gros qu'est-ce qu'il est. Puis on va comprendre que ça fait peut-être 7 mois là, qu'il est à cet endroit-là, puis que justement, là, il y a une raison pourquoi il est gardé là. Il y a Laurel qu'on avait vu là, dans l'introduction là, que faisait partie là, des Klingons qui avaient abordé là, la navette. Puis dans le fond, elle va avoir un attachement. Là. On va le savoir un petit peu plus loin. Là. Il y a à Ash Tyler. C'est quand même un peu là, bien lent. Là. On va regarder ça un peu semaine par semaine. Mais je veux dire, là, la première fois que je l'ai vu, on pouvait toujours se poser des questions, c'était qui Ash Tyler. Mais là, je l'ai écrit noir sur blanc avec mes notes. Puis de savoir ce que le personnage de Ash Tyler, qu'est-ce qu'il va devenir. Puis savoir que ça fait peut-être 7 mois qu'il est sur le vaisseau Klingon. Puis en tout cas, ça me fait penser que peut-être Laurel, son histoire là, avec Vok, qu'eux autres, ça s'est pas passé vraiment en temps réel, ça se passait pas exactement là, en parallèle avec l'histoire qu'on suit chaque semaine sur Discovery, puis ça se passait peut-être là, plusieurs mois avant. En tout cas, on va voir exactement là, où est-ce que ça va amener là, parce que tout ce qui se passe là, avec Ash Tyler puis Vok, je veux dire, tu sais, je mets pas de spoiler là, pour ceux-là qui n'ont pas suivi là, la série puis que ça faut ce qu'on s'en va exactement là. Mais il y a un lien entre Ash Tyler puis Vok. Puis je veux dire, le lien, est-ce qu'il marche là, en fait timeline là? Je sais pas exactement là. Encore une fois là, peut-être un peu tard pour le dire là. Tu sais, je vais spoiler là, l'épisode d'aujourd'hui là, c'est ce que je dis dans le fond là, en début de chaque épisode. Mais j'essaie autant que possible de pas spoiler là, les prochaines semaines pour ceux-là qui n'ont pas écouté là, la série là, avec précédemment, pour qu'en bout de ligne, là, on puisse tous s'amuser ensemble. Puis je veux dire, juste regarder l'épisode d'aujourd'hui pour se caler en soi, là, juste un épisode seul. Puis l'histoire qu'ils veulent nous donner. Fait que dans tout ça, on va comprendre que Maud aime pas Starfleet. Puis il nous dit que dans le fond, on est toujours pogné là. Entre deux. Je trouve ça quand même bien d'un côté de voir ça que il y a la fédération mais il y a quand même d'autres peuples alentour puis que qui nous explique quand même que il y a toujours quelque chose qui ne fait pas partie de la fédération, mais dans le fond qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose entre deux mondes ou deux peuples, ben c'est pas nécessairement là tout le temps Starfleet puis l'autre peuple qui sont impliqués, ben des fois là il y a d'autres peuples là, comme d'autres humains qui sont un peu partout, qui mangent les coups là, de Starfleet. C'est une belle manière là, de un peu nous expliquer les choses, là, puis mettre un côté 3D là, de l'univers. Fait que leur cas, il va être pris pour être interrogé par Laurel directement. On avait vu au début de l'épisode là, que Lorca avait des problèmes avec les yeux, puis qu'en bout de ligne, là, elle va le torturer là, en gardant les yeux ouverts, puis garochant là, de la lumière dans les yeux. Je trouve ça quasiment ridicule, là, dans le fond, comme manière de torture. Là. Mais à partir de là, ben, Lorca va avoir allumé que y a une affaire qu'elle m'a dit à Maud, puis que ça y a retourné dans l'interrogatoire. Puis c'est ça, fait que quand il va retourner là, dans sa cellule, il va retomber d'en face à Maud. Mais Maud, il va nous parler un peu là, de Lorca et son passé, que dans le fond, lui, il a déjà détruit son vaisseau, le USS Buran, mais qu'en même temps, ben, Lorca, il va dire que dans le fond, lui, il avait choisi d'éviter son vaisseau pour éviter que son équipage se fasse torturer. En tout cas, je sais pas exactement là. À quelque part, ce serait intéressant là, de voir exactement là, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Là. Je sais vraiment pas si maintenant on va avoir ça là, ou si ça va revenir là, un peu plus tard dans la série. D'après moi, oui, mais je m'en rappelle vraiment pas. Fait que suite à ça, ben, les Klingons vont rentrer là, dans la cellule, puis ils vont choisir, ils vont lui demander là, de choisir leur douleur. Puis finalement, ben, Tyler, là, il va dire qu'il se porte volontaire pour manger une volée. Puis il va se servir de ça, dans le fond, pour se retourner contre les Klingons. Puis dans le fond, il va se joindre avec Lorca, puis eux autres vont sortir la cellule.
en laissant Mud dans la cellule. C'est quoi au juste? C'est la première fois où il y a deux personnes qui décident là, qui vont s'unir ensemble là, pour se battre contre les Klingons qui rentrent. Pourquoi que tu sais, quand il y en avait plus dans la salle, pourquoi qu'il n'était pas 4 contre les deux Klingons? Tu sais, genre du coup, ça fait pas tout à fait de sens. Mais encore là, est-ce que c'était quelque chose qui était planifié même avec Mud et Tyler? Que les deux ne le savaient pas nécessairement qui sont, tu sais, que dans le fond c'est comme un peu peut-être deux espions ou quelque chose de même, sans trop spoiler sur Tyler, mais c'était quelque chose qui était voulu que dans le fond que Lorca et Tyler se sauvent. Je ne sais pas tout à fait. Là, du coup, j'ai bien hâte d'avoir les prochaines semaines, voir comment tout va se dérouler, puis si ça a du sens. Là. Je vais essayer de me garder une note, puis d'essayer de repenser à ça. Mais si on regarde ça, là, juste bien transparent de même, le gars de Starfleet là, qui était là déjà dans la salle au départ, je comprends qu'il était affaibli, il était un peu démoli, mais il aurait pu juste avoir leur cas, puis le gars là, de l'enseigne qui était déjà là, puis Mud qui saute sur les trois Klingons, puis peut-être qu'il aurait pu finalement là, se sortir de là, plus rapidement. Mais en tout cas, fait que Tyler, il va tirer de la patte un peu, puis Lorca, il va dire que lui, il va juste aller voir un petit peu plus loin, puis tout de suite à partir, aussitôt que Lorca disparaît, ben L'Oreal arrive en arrière, puis elle va dire à Tyler là, que, tu sais, pourquoi tu te sauves quasiment, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est à qui disent tout ça en bout de ligne, là? C'est-tu à nous autres ou aux personnages? Parce qu'en bout de ligne, je pense que le plan est un peu là, que Tyler se ramasse avec Lorca. Mais tu sais, on va en reparler un peu plus loin. Mais je fais juste dire ça de même. Là, que pourquoi. Je comprends que Tyler n'est peut-être pas, me semble, c'est pas un espion en soi ou un espion conscient de ce qu'il fait. Mais je me demande quand même à qui que L'Oreal parle en bout de ligne. Mais tu sais, l'autre côté, on voit quand même Tyler, que même si c'est comme en guillemets le fait bien traité, là, il est prêt à quasiment tuer L'Oreal. Fait que les deux histoires, là, l'histoire A et l'histoire B, là, se joignent à partir de là. Lorca et Tyler vont prendre une navette, puis il va y avoir une poursuite là, dans l'espace, dans le fond. Là. Pas grand chose là, comme poursuite, là, mais juste dans le fond pour dire qu'ils ont réussi à se sauver. Encore une fois, on ne verra pas vraiment là, le vaisseau Klingon qui sont dedans. Puis ils vont se diriger là, vers le Discovery, là, que le Discovery avait trouvé là, leur position. Puis ils vont se faire transférer là, dans le Discovery. Puis ça va être le Black Alert et le Discovery va partir de là. Tu sais, on peut tout de suite allumer là, que aussitôt que Saru dit est-ce que à Stamets, est-ce que vous êtes prêts là, à faire le saut intergalactique, puis il va répondre OK, mais on le voit pas. Fait qu'on peut tout de suite probablement là, deviner qu'il a pris la place du Ripper, puis évidemment c'est ça. Fait que ça a l'air que les humains ils survivent mieux là, à ce que dans le fond le Ripper, lui ce qu'il était capable d'encaisser, ben les humains sont encore plus capables d'encaisser ça. OK, c'est bon. Mais tu sais, s'ils en font 2-3 d'une shot, on aurait dû quasiment l'essayer là, tout de suite tant qu'à ça. Je vais revenir à ça là, à la finale là, pour la dernière scène là. Il va y avoir juste eu la scène là, entre Saru et Burnham qui dans le fond c'est ça que j'en ai parlé tantôt là, que Burnham Saru va y dire là, dans le fond qu'il était jaloux là. Puis Burnham elle va lui donner le télescope là, que Georgiou il avait laissé. Je trouve que c'est quand même une belle manière là, de comme un peu là, montrer que leur relation entre les deux personnages elle évolue. Puis que dans le fond, là, la confiance, ça commence à se placer un peu là, dans les deux camps. Je trouve quand même que c'est juste trop Burnham qui a tout le temps raison. C'est juste ça un peu que je trouve un petit peu plate. C'est le fun de voir un petit peu que Saru, des fois, là, il a raison. Mais en tout cas, puisqu'elle a raison, ben Saru, dans le fond, il va charger, là, il va la charger de s'occuper du Ripper. Puis dans le fond, ben ils vont libérer là, le Ripper, que lui, il va partir dans l'espace. Toute une belle fin à la Star Trek, dans le fond, avec lui.
Puis là, ben, on va avoir la scène, là, je sais pas si on a déjà eu une scène aussi creepy là, qu'on a là dans toutes les Star Trek. On va avoir, dans le fond, là, la révélation que Stamets et Culber sont un couple, mais que c'est ça, Culber, le docteur, ben, il va comme tout le temps là, se demander là, si Stamets est correct. Puis Stamets va dire, oh, je suis bien correct. Mais c'est ça va finir que dans le fond, la réflexion dans le miroir là, de Stamets, elle est comme tardive. Elle répond genre, elle fait la même affaire que Stamets, mais genre 5 secondes plus tard. Ça fait quand même une finalité là, de l'épisode quand même assez creepy. Quelque chose qui se retrouverait plus dans un film d'horreur, puis qu'on se trouve directement dans Star Trek. C'est quand même quelque chose là, d'inattendu, là, surtout pour une affaire de même. À partir de là, c'est juste l'effet là, du saut intergalactique ou c'est-tu devenu quelqu'un d'autre ou, je sais plus trop exactement là, qu'est-ce qui va se passer avec Stamets. Je sais que Stamets il reste là, comme personnage principal, là, bel acteur, mais qu'est-ce qui se passe exactement là, sa tournure là, dans les prochains épisodes là, c'est là où ça reste flou quand même. Fait que c'est ça pas mal pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour la totale, dans le fond, qu'est-ce que ça servait à faire? C'était pas mal avoir un petit peu là, de l'historique là, sur le personnage de Lorca. Avoir le nouveau personnage là, de Ash Tyler qui va les joindre. Puis, dans le fond, se débarrasser là, du Ripper. Tout ça, l'épisode d'aujourd'hui servait à ça. L'épisode, quand même du fun à l'écouter. Je trouve que quand même, là, on a une bonne cadence. Je veux dire, chaque épisode, là, quand même le fun. Je le dis exactement là, qu'est-ce que je pense sur certains points, mais souvent là, pour le général tout va bien. Je trouve encore que rendu là, je trouve que le point faible là, ça reste toujours le Michael Burnham malheureusement, mais c'est pas assez négatif sur le show pour que je tourne contre le show. Parce qu'en bout de ligne, on a le personnage de Tilly que à chaque fois qui est à l'écran, ben je pense que je l'aime de plus en plus comme personnage. Au début, j'étais pas trop sûr, mais quasiment à chaque scène qui est là, c'est toujours un petit peu plus. Puis elle rajoute un petit peu de gaieté dans l'air, puis c'est toujours un petit peu plus fun de l'avoir, peut-être. Là, c'est un peu pour contrebalancer avec Burnham, puis sa monotonie là, depuis le début. Puis tous les autres principaux, dans le fond, je dirais peut-être Lorca, Saru, puis Stamets, d'autres personnages que je trouve intéressants à voir. Fait que ça contrebalance en masse là, avec Burnham. Puis que même en même temps, ben, je me dis Burnham, je suis pas sûr que je vais en théorie là, penser tout le temps pareil là, de elle. Là. Fait que c'est des choses que je suis quand même capable d'encaisser tranquillement. Là. Fait que c'est ça pour cette semaine. Alors la semaine prochaine, on va couvrir le 6e épisode de Star Trek Discovery ou le 735e épisode de Star Trek dans sa globalité. Alors d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.